Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Fabien Bouglet. Vous publiez un livre que je qualifie d'événement parce que vous reconstituez un puzzle qui a commencé il y a plusieurs décennies, même il y a plusieurs années, sur ce qu'on appelle la guerre de l'énergie, au cœur du nouveau conflit mondial. Vous ramassez différents faits d'actualité, vous les analysez, vous nous permettez de les comprendre, vous ne prenez pas parti et vous expliquez finalement que nous sommes arrivés à un moment clé de notre civilisation, une nouvelle guerre qui est cette guerre de l'énergie, qui est le nouveau conflit mondial. Le livre de Fabien Bouglet fera date, il est publié aux éditions du Rocher. Avant, vous êtes expert en politique énergétique. Alors avant d'aller au cœur du sujet et de parler de cette guerre de l'énergie, Fabien Bouglet, je voudrais commencer par un sujet plus général que l'on retrouve dans le livre. Il faut peut-être commencer par le début. Il ne faut pas croire que l'énergie, c'est une caricature de gens qui veulent rouler dans des voitures décapotables, dans des yachts et faire de l'aviation. Vous expliquez que derrière l'énergie, c'est une évidence. Il faut rappeler des évidences. C'est toute l'économie, c'est l'industrie, c'est même l'agriculture, c'est notre souveraineté, notre autonomie alimentaire. L'énergie, c'est notre vie. Si on n'a pas d'énergie, on meurt. C'est le premier point. Exactement. Tout à fait, et je l'ai, symbolisé par une métaphore où je dis qu'en fait l'énergie c'est le sang de la société. Sans un humain sans sang ou avec défaut de sang ou avec une sous-tension s'affaiblit, a énormément de mal à avoir du dynamisme. Eh bien, notre économie, nos pays sont totalement dépendantes du sang social, si je puis dire, que constitue l'énergie. Sans énergie, un pays se meurt. Et d'ailleurs, ça renvoie à la problématique de la décroissance, puisque certains voudraient nous faire croire que, en arrêtant de consommer de l'énergie, en faisant de la sobriété, en ayant la fin de l'abondance, rappelez-vous le propos d'Emmanuel Macron, on allait s'en sortir. Eh bien non. De nombreuses études économiques montrent que un pays, l'essor d'un pays, le développement économique d'un pays dépend de sa capacité à consommer de l'énergie. Et cette énergie a une influence considérable sur notre agriculture, sur notre agroalimentaire. On est un pays agroalimentaire et en particulier la Bretagne, sur notre industrie, sur notre santé, l'intégralité de la société dépend de notre capacité à consommer de l'énergie. Et on l'a vu l'année dernière avec le risque de coupure d'électricité lié au défaut d'activité de nos réacteurs nucléaires. Eh bien, dès qu'on manque d'électricité, on est en panique générale, on va avoir froid, on va avoir une explosion des factures d'électricité. Le problème, c'est que ce défaut d'électricité et d'énergie conduit finalement à un renchérissement de la facture énergétique de manière très simple. Quand vous manquez par l'offre et la demande, quand vous manquez d'un produit, ce produit a tendance à augmenter. Donc schématiquement, eh bien l'inflation énergétique a des conséquences désastreuses sur l'inflation. Et l'inflation que nous connaissons actuellement, il y a des raisons aussi d'ordre juridique qui ont été exprimées par Michel-Édouard Leclerc, mais il y a aussi des raisons énergétiques. C'est que tout le système économique, de l'agriculture à l'agroalimentaire, à l'industrie, dépend du coût de l'énergie. Et si le coût de l'énergie explose, eh bien malheureusement le coût de production des aliments, des biens de consommation explose également, et du coup, eh bien conduit à la crise financière et la crise économique que connaissent les Français, qui s'incarne tout simplement par l'augmentation des factures des boulangers, qui a été, je dirais, la partie émergée de l'iceberg. On est en guerre mondiale, c'est une guerre de l'énergie. Celui qui gagnera, les pays qui gagneront cette guerre seront les pays qui domineront dans les décennies ou peut-être même les siècles à venir, sont les futures civilisations dominantes. Et les dominés, eh bien, seront ceux qui perdront. Vous faites commencer cette guerre, il fallait bien trouver une date symbolique. C'est le sabotage de Nord Stream 1 et 2. Alors, pourquoi
avoir choisi cette date, alors que dans le livre, vous remontez beaucoup plus loin, même jusqu'à la guerre du Golfe et l'Irak. On aurait peut-être pu commencer là, je ne sais pas. Enfin, il fallait bien choisir une date, donc toute date. Oui, en fait, pour moi, le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2, donc pour rappel, Nord Stream 1 et 2, ce sont deux gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique. C'est une voie de contournement des gazoducs historiques qui passent par la Pologne et l'Ukraine, et ça permettait à l'Allemagne d'avoir une voie directe de distribution, et c'est d'ailleurs le pacte Poutine-Schröder, version modernisée du pacte germano-soviétique Hitler-Staline. Et en fait, si vous voulez, ce gazoduc a une importance considérable. D'abord parce que ces deux gazoducs, ils fournissent à eux deux presque 25% de consommation en gaz de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il assure par cette distribution la vassalisation de l'Union européenne par la Russie. Il faut comprendre qu'en réalité, pendant 20 ans, Gerhard Schröder a pactisé avec Poutine pour développer ces gazoducs. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne cherche par ce biais à devenir le hub de distribution du gaz russe en Europe. Et pourquoi a-t-on besoin de gaz ? Il faut remonter en arrière. On a besoin de gaz parce que si on développe une politique d'énergie intermittente, éolienne ou panneaux solaires, on a besoin de gaz pour suppléer les défauts de vent ou de soleil qui interviennent. Et de ce fait, l'Allemagne a compris qu'en développant ce système-là, il assure en fait une totale maîtrise politique de l'Union européenne. Ça a bien failli marcher. Mais de son côté, les États-Unis voient d'un très mauvais œil le déploiement de Nord Stream 2, parce que ils acceptent encore Nord Stream 1. Nord Stream 1, c'est 55 milliards de mètres cubes, mais ils se disent avec Nord Stream 2, l'Ukraine va être contournée et on va perdre la maîtrise du passage du gaz entre la Russie et l'Europe. Et ils se disent qu'avec Nord Stream 2, là, l'Europe devient complètement dépendante de la Russie. Et de ce fait, les États-Unis regardent d'une manière extrêmement puissante et forte cette relation et n'acceptent pas et montent en place tout un arsenal juridique pour empêcher le déploiement de Nord Stream en faisant des embargos, en faisant même des lois extraterritoriales. Il faut quand même pas oublier que l'Amérique a fait une loi extraterritoriale sur la sécurité énergétique de l'Europe. De quel droit les États-Unis se permettent-ils ainsi de légiférer sur notre sécurité énergétique? Ils ont le droit de le faire. Nous, on n'a pas le droit de s'être soumis. Voilà. Et de fait, Joe Biden en 2022, début 2022, juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, précise dans une conférence de presse avec Olaf Scholz le fait que dans l'hypothèse où la Russie envahit l'Ukraine, eh bien, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Enfin, il n'y aura plus de Nord Stream tout court. Et un journaliste lui demandait mais qu'est-ce qu'ils feront ? Et il dit je peux vous assurer que nous le ferons. Alors, est-ce les États-Unis ? Là-dessus, on pourra peut-être y revenir. La question de qui a saboté Nord Stream est toujours en suspens. Mais toujours est-il que l'acte qui est un acte sans mort, qui est un acte particulièrement méticuleux, parce qu'il faut aller à 80 mètres de profondeur, avec des techniques de guerre des fonds marins extrêmement puissantes, avec des spécialistes, est un acte totalement destructif en ce qu'il exprime la fin de la vassalisation de l'Europe par Vladimir Poutine et le début de la vassalisation de l'Europe par les États-Unis. Et donc, si vous voulez, comme jamais dans l'histoire de l'énergie, vous aviez la guerre en Irak, qui était une petite bataille du pétrole. En fait, Nord Stream n'est pas une déclaration de guerre à proprement parler, mais le fait qu'éclate au grand jour le fait que nous sommes rentrés dans une troisième guerre mondiale au travers d'une guerre de l'énergie. Il y avait bien eu des soubassements, des petites batailles, des petits
Et la guerre en Ukraine est une bataille dans cette guerre de l'énergie, mais n'est pas la guerre principale. C'est un élément de cette guerre. Et là, je dirais que mon livre vise à faire comprendre qu'en réalité, nous sommes rentrés même dans une nouvelle ère où demain, les prochaines guerres seront les guerres pour la maîtrise globale de l'énergie au niveau mondial. Et cette bataille va être des batailles très féroces, très très féroces. Le livre s'appelle Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Je suis sûr que vous êtes passionné d'écouter en écoutant Fabien Bouglet. On va se retrouver pour aborder la suite de ce sujet. Il y a encore plein d'autres sujets très très passionnants. Fabien Bouglet, on se retrouve dans quelques secondes, quelques minutes. Et j'ai le plaisir d'être avec Fabien Bouglet pour nous parler de son livre Guerre de l'énergie. Vous êtes expert en politique énergétique au cœur du nouveau conflit mondial. Vous avez expliqué à quelques minutes que cette nouvelle guerre mondiale a commencé avec les sabotages de Nord Stream 1 et 2, que cette nouvelle guerre mondiale avait une nouvelle forme. C'était pas la guerre des tranchées. Oui, les Ukrainiens connaissent la guerre des tranchées, mais cette nouvelle forme qui s'est déclenchée chez nous, elle ne fait pour l'instant 0 mort. C'est de la haute technicité. Il faut aller à 80 mètres dans les fonds marins pour saboter ce gazoduc. Donc c'est pas fait par des zadistes avec un masque et un tuba. C'est fait vraiment par des gens très professionnels, une véritable armée. Ça, c'est ce que je comprends. La réflexion sans preuve amène à penser à qui profite le crime et des déclarations faites que ce serait plutôt du côté des États-Unis. Voilà ce qu'on a dit jusqu'à présent. Si vous êtes d'accord, hein, je n'ai pas déformé. Ok. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est la guerre de l'information et de la communication. Et là, cette guerre mondiale, elle a été préparée bien longtemps avant qu'elle commence par la manipulation des cerveaux. Vous évoquez cette crise énergétique qui serait aussi une conséquence de la politique menée en Occident, baisse de la recherche dans le domaine des énergies fossiles, développement effréné et sans limite dans le secteur des énergies vertes intermittentes comme les éoliennes ou les panneaux solaires. Grosso modo, on a déjà manipulé nos esprits, on les a affaiblis. Oui, tout à fait, parce que en fait, l'enjeu, il est le suivant. Vous avez d'un côté la Russie qui, depuis des années, est indépendante énergétiquement, c'est-à-dire qu'elle peut consommer ce qu'elle produit sur son propre sol, donc elle ne dépend de personne. Et il y a de l'autre côté les États-Unis qui, il y a encore 10 ans, étaient dépendants énergétiquement à hauteur de 30% de leur consommation. Donc, ils devaient importer 30% de leur consommation. Et grâce à l'action de Barack Obama et de Donald Trump, les États-Unis ont fortement développé les capacités d'extraction de gaz de schiste et surtout de gaz naturel liquéfié. Donc vous avez d'abord l'extraction du gaz de schiste qui consiste à aller fracturer les roches dans les sous-sols très très bas. Et une fois que vous avez fracturé, vous récupérez du gaz et du pétrole. Et le gaz, vous pouvez le liquéfier parce que avec les techniques de liquéfaction, ce qui fait que pour 1 mètre cube de gaz liquéfié, vous prenez l'équivalent de 600 mètres cubes de gaz à l'état gazeux. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que d'un côté, la Russie axe son plan de développement énergétique et de soumission énergétique par les gazoducs, le gazoduc russe, qui est en concurrence avec le gaz naturel liquéfié. Gaz naturel liquéfié qui peut être distribué par méthanier partout dans le monde. Et depuis 2016, les États-Unis n'ont plus de besoin d'importation d'énergie extérieure et sont totalement autonomes et peuvent exporter leur surplus. Donc c'est extraordinaire. Ils peuvent faire beaucoup d'argent avec les surplus de gaz qu'ils ont. Et de ce fait, on se retrouve, si vous voulez, à la croisée des chemins. Le gaz, selon l'Agence internationale de l'énergie, bénéficie des 3A. 3A pour abondance, abordable
et acceptable. C'est le moyen de fossile le plus intéressant en voie de développement considérable. Les analystes russes, les analystes américains, tout le monde dit que les gaz, c'est l'énergie d'avenir. Mais vous avez, en même temps, les énergies renouvelables qui se déploient, dans le cadre, après les accords de Kyoto, avec justement toutes ces politiques qui visent à faire partir du nucléaire et à développer les énergies renouvelables intermittentes au détriment du fossile. Et donc, vous avez en quelque sorte une concurrence effrénée entre ces différents modes de production. Mais on comprend bien que les États-Unis ont un intérêt capital à voir se développer une forme de dépendance en gaz. Et qui était d'ailleurs le cas également de la Russie. Et donc, qui dit gaz dit concurrence. Et quelle est la première concurrence du gaz? C'est le nucléaire. Et c'est ce que je développe dans mon livre, où depuis les années 70, ce sont les magnats du pétrole qui financent la plupart des organisations antinucléaires connues dans le monde, comme Greenpeace, WWF ou les Amis de la Terre. Tout le mouvement antinucléaire né dans les années 70 et qu'on retrouve en Allemagne, a pour vocation à détruire la capacité de développement des réacteurs nucléaires, en particulier des réacteurs nucléaires français, puisque la France est leader mondial, un des leaders mondiaux du développement du nucléaire, en concurrence avec les Russes et avec les Américains. Mais les Russes ont également aussi besoin de cette guerre contre le nucléaire pour deux raisons. D'abord pour aussi continuer de développer son gaz et aussi parce que Vladimir Poutine, après son nomination comme président par intérim, a dans son plan d'action de développer le Rosatom, l'entreprise publique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la Russie est devenue leader mondial de la fabrication de réacteurs nucléaires. Et donc, Gazprom finance également WWF, qui est une structure de lutte antinucléaire. Alors pourquoi ? Quel est l'intérêt de l'éolien dans tout ça et des énergies intermittentes ? Eh bien, comme tout le monde a pu le constater, l'éolien et le panneau solaire sont intermittents. Ils ne fonctionnent que lorsqu'il y a du vent et lorsqu'il y a du soleil. Et pour compenser cette absence de vent et de soleil, on est obligé d'utiliser du gaz. Si l'Europe se met à déployer une politique très forte d'énergie nucléaire, ça va perturber la consommation de gaz, que ce soit d'ailleurs le gaz russe ou le gaz américain. Et donc, il y a un lobbying d'enfer via l'Allemagne pour faire en sorte que l'Europe s'affaiblisse en utilisant des énergies intermittentes. Et l'Allemagne est le fer de lance en Europe de cette politique. D'abord, en liaison avec la Russie, donc elle promeut le modèle intermittent couplé au gaz avec la Russie. Et depuis la suppression et le sabotage de gazoducs, elle promeut l'utilisation d'énergie intermittente très faible avec le gaz naturel liquéfié américain. Et donc, il y a une véritable propagande mondiale qui est pilotée par ce que j'appelle des mercenaires. En fait, la plupart des associations dites écologistes antinucléaires sont de véritables mercenaires, un peu les Wagner de l'énergie, qui mènent des opérations de guerre informationnelle pour détruire nos capacités de production nucléaire, pour que ça favorise d'une part la filière au gaz ou russe ou américaine, mais également pour favoriser la filière nucléaire russe, puisque pendant que nous arrêtons nos filières nucléaires en Europe depuis 20 ans, eh bien la Russie se déploie considérablement et corrélativement les États-Unis déploient leur système nucléaire. Et il y a un axe symbolique extrêmement fort qui est sorti la semaine dernière. Donc John Kerry, un des personnages importants de l'administration américaine, est venu en Roumanie pour expliquer que les États-Unis allaient créer un guichet unique de déploiement des petits réacteurs modulaires américains pour remplacer les centrales au charbon dans les pays de l'Est. Et il explique que ce guichet unique, ce projet, s'appelle Phénix. Et ça n'est pas sans rappeler
le projet Phénix et Super Phénix de la France, que la France avait déployé au moment du développement des réacteurs à neutrons rapides de nouvelle génération pour lequel le monde avait 30 ans d'avance. Donc on le voit, les tensions internationales sont à leur comble pour la bataille du contrôle de la distribution du gaz, mais aussi pour un affaiblissement de notre société par les éoliennes. Parce que ne nous leurrons pas, on va pas, dans un contexte guerrier, on va pas construire des canons, des sous-marins, des porte-avions, avec quand les éoliennes produiront de l'électricité avec du vent. On va pas attendre qu'il y ait un peu de soleil pour construire notre matériel militaire. Il est incontestable que notre société a besoin d'une électricité puissante, forte, disponible, en grande quantité, et que seul le nucléaire permet de ça. Et vouloir détruire cette source d'électricité puissante comme le nucléaire, c'est nous empêcher de nous développer dans le monde. Donc c'est une véritable caillou dans la chaussure de l'Europe. Et qu'est-ce que fait la Commission européenne? Elle n'a de cesse. Et que fait l'Allemagne actuellement? Il suffit de regarder Challenge hier. Faisait un article très anti-allemand sur cette question en disant que les Allemands étaient hystériques sur le nucléaire, mais tout s'explique. Les Allemands sont la cheville ouvrière du plan américain pour détruire le nucléaire et pour nous imposer des éoliennes intermittentes couplées au gaz. Alors, ce qui est intéressant, Fabien Bouglet, je rappelle pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous êtes l'auteur du livre Guerre de l'énergie, au cœur du nouveau conflit mondial, aux éditions du Rocher. Ce qui est intéressant dans votre analyse, c'est que on est entouré souvent de militants. Vous avez le militant qui vous explique que tout est la faute de la Russie, qu'on est affaibli, que nos amis sont les Américains, et puis c'est pas mal les États-Unis quand même. Il y a des séries sympas sur Netflix et Hollywood fait des bons films, donc il faut suivre les Américains parce qu'en Russie ils sont méchants. Et puis après vous avez les autres qui vous disent que les Américains c'est Soros, c'est le mondialisme, c'est l'affaiblissement de la France et de l'Europe. Et que le salut viendra de la Russie. Vous êtes beaucoup plus pragmatique. Vous nous rappelez que finalement, on a peut-être des copains, des bonnes relations, mais quand on est dans difficulté, on n'a pas d'amis et qu'il faut rouler pour soi et qu'il aurait fallu rouler pour notre nucléaire. Et que nos deux copains, les États-Unis et la Russie, ont fait en sorte de nous affaiblir parce que c'était leur intérêt. Exactement. Nous n'avons pas d'amis dans le domaine énergétique. Nous avons potentiellement des partenaires, les Américains et la Russie. Mais vous savez, c'est comme dans le monde des affaires. Parfois, on peut être partenaire et adversaire. Et donc, dans le business, ça m'est déjà arrivé, puisque je suis aussi un homme d'affaires dans la vie, de me retrouver adversaire ou concurrent de structures avec lesquelles j'étais partenaire sur d'autres deals. Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle on est. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. La France est seule. Mais la France est grande. La France a un passé historique puissant. La France, c'est l'inventeur de l'énergie nucléaire avec Marie Curie. La France, c'est le pays qui, tout seul, avec 60 millions d'habitants, a mené le grand plan Mesmer nucléaire qui a fait que la France était autonome, qui avait son électricité la moins chère. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas à être lieu d'être pro-russe ou pro-américain. Ces deux pays ont été les alliés de la France dans l'histoire. Donc, on va pas, nier cela. Je dis simplement que il faut rééquilibrer la relation géopolitique. D'abord, respecter Vladimir Poutine, qui est un homme respectable dans sa logique. C'est quelqu'un qui a fait des études de droit, qui a ensuite fait une thèse de doctorat en économie. Et justement, j'apporte dans mon livre, sa thèse porte sur l'exploitation des ressources énergétiques et des ressources minérales. Faut quand même voir que 6 mois avant d'être nommé président par intérim, il fait un gros travail pour l'Institut des mines, qui constitue un travail qui explique comment il faut développer l'économie russe par l'exploitation des ressources des sous-sols. Donc, je veux dire, quand je vois l'intervention des politiques occidentaux qui nous
pas à la cheville et qui le critiquent d'une manière assez désagréable. J'ai dit attention, soyez un peu plus diplomate. Et de toute manière, cette américanophilie, je dis attention. Il faut quand même se souvenir que la France, on lui demande d'armer l'Ukraine et c'est ce que l'on fait. Mais qui a récupéré le marché des 9 réacteurs nucléaires en construction qui vont être en projet en Ukraine? C'est Westinghouse. Et c'est Joe Biden qui a fait en sorte de signer le contrat avec Zelensky. Et c'était sur 5 réacteurs nucléaires et maintenant c'est sur 9. C'est-à-dire que sur le sol européen, dans un pays qui nous demande en permanence des armes, le pays signe avec les États-Unis. Donc, on voit quand même que ce jeu de déstabilisation de l'Ukraine a pour vocation également à affaiblir l'Europe. Et d'ailleurs, quand on a entendu Bruno Le Maire nous dire « on va faire une guerre totale, économique totale à la Russie », le résultat, c'est qu'un an après, la facture de gaz qui, un an auparavant, était à 120 milliards d'euros, est passée à 400 milliards d'euros. Donc on peut dire que la guerre économique, si on l'a faite, on l'a perdue. Là, personne va venir dire le contraire. En tout cas, non seulement on l'a perdue, mais elle nous a fortement affaiblis. Oui, donc on l'a perdue. Et sur la question de l'énergie. Ben oui, parce que pour bien comprendre la situation on est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les États-Unis, ils ont réglé leur problème d'indépendance énergétique, la Russie également, et sauf que l'Europe, elle se retrouve avec la nécessité d'importer 55% de sa consommation d'énergie. Elle dépend de 55%. Vous vous rendez compte de l'importance? Nous sommes complètement soumis à l'aléa des relations avec nos fournisseurs d'énergie. Alors la France, c'est le pays le mieux loti avec simplement 45% grâce à son réacteur nucléaire. Et je rappelle que malheureusement la fermeture de Fessenheim a encore diminué notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais des pays comme l'Italie, la Grèce, la Belgique dépendent de 70% des apports extérieurs. Et l'Allemagne de 65%. Donc évidemment, cette situation met l'Europe dans une situation à genoux. Et en fait, quand le Bruno Le Maire dit je veux mener une guerre totale à la Russie, il ne se rend pas compte qu'en réalité, il tire une balle dans le pied de l'Europe, parce qu'en menant ces opérations de guerre économique, il y a une riposte de la Russie qui bloque le robinet du gaz et qui nous fait payer très très cher cette situation. Il y a de l'ordre de quand j'ai rédigé ce livre, je me suis dit mais nos gouvernants ne comprennent pas la situation dans laquelle nous sommes. Il est vraiment important que j'écrive ce livre pour leur donner des clés d'explication, parce que on a le sentiment qu'ils jouent aux échecs comme des débutants face à Magnus Carlsen. Vous voyez, on a d'un côté un des grands joueurs d'échecs mondiaux et en face un débutant aux échecs. C'est le sentiment que ça donne. C'est intéressant ce que vous dites, votre analyse, Fabien Bouglet, parce qu'on voit que vous êtes loin des complotistes. Vous avez écrit ce livre pour permettre à nos gouvernants de comprendre. Les thèses complotistes diraient nos gouvernements ont très bien compris. Ils sont à la solde d'autres puissances pour nous couler. Vous voyez, comme quoi chacun a son interprétation. Et c'est pas la vôtre. Oui, moi je vais vous dire, ça fait des années. Oui, on va marquer une pause, on va se retrouver dans quelques secondes. On va terminer après. Et puis bien sûr, je vous laisserai finir sur ce que vous avez dit. Et on va aborder la question des ONG dans la dernière partie de notre interview. On se retrouve dans quelques secondes avec Fabien Bouglet pour son livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. C'est passionnant, passionnant. On se retrouve avec Fabien Bouglet pour parler du livre Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit, du nouveau conflit mondial aux éditions du Rocher. Fabien, je vous ai interrompu avant. Vous vouliez dire quelque chose quand je disais que les complotistes disaient que les gouvernants savent exactement ce qu'ils font et qu'ils sont peut-être à la solde de puissances étrangères. Je dirais que il faut raison garder. Moi, ça fait des années que je côtoie les élus. Et au-delà de cette problématique, je comprends que l'on peut se poser des questions. Je pense qu'il y a
personnes, mais pas tout le monde, qui travaillent, qui sont corrompus, qui agissent pour des puissances étrangères. Il y a toujours eu des traîtres dans tous les pays, il faut quand même pas se leurrer. On est dans des relations internationales et il y a des services secrets spécialisés pour engager telle ou telle personne dans l'objectif de développer la guerre informationnelle. Maintenant, pour avoir constaté, notamment après la sortie de mon livre Nucléaire, les vérités cachées, une véritable inflexion du gouvernement sur la question du nucléaire. Vous m'aviez interrogé à l'époque sur le nucléaire et depuis, vous avez pu constater qu'il y a eu une évolution. Pour voir exactement comment Agnès Pannier-Runacher a créé le club de l'alliance nucléaire avec 16 pays pour répondre au club des renouvelables de l'Allemagne, on voit bien que quand ils veulent se donner la peine, ils répondent à cette guerre de l'énergie. Et donc, dans mes relations que je peux avoir avec l'État profond, eh bien, oui, notre État est dans une situation de faiblesse. Je dirais que la situation actuelle n'est pas le fait simplement de la trahison, il y a déjà des éléments de trahison, on pourra y revenir, mais c'est aussi une situation de faiblesse et d'incompréhension. Il y a un problème d'analyse, c'est-à-dire que l'État n'utilise plus correctement ces différents fonctionnaires, en particulier les fonctionnaires de la DGSI ou des services secrets, qui sont occupés à faire des choses qui sont en dehors des problèmes. Moi, j'ai été, par exemple, atterré de voir que quand on cherche à avoir des interlocuteurs dans le domaine de l'intelligence économique, à un haut niveau, il y a personne. Et donc, ça fait assez peur, si vous voulez, par rapport aux enjeux, parce qu'aujourd'hui, on est dans une guerre économique. Et en fait, il n'y a pas la réponse étatique par rapport à cette guerre économique. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas. Et je dirais que ça, c'est plus inquiétant. C'est beaucoup plus inquiétant parce qu'on peut identifier les traîtres. Je pense, par exemple, que Lionel Jospin, ça peut paraître bizarre, mais Lionel Jospin et Dominique Voynet ont fait d'énormes dégâts pour notre politique énergétique. Quand Lionel Jospin ferme Superphénix, qui est donc ce réacteur à neutrons rapides, mangeur de déchets nucléaires des autres réacteurs nucléaires, il le fait dans le cadre d'un accord électoral, un truc vraiment de coin de table dans un bistrot. Il supprime un dispositif très lent qui permettait de faire de l'électricité avec les déchets des autres centrales nucléaires et selon l'Office parlementaire des choix technologiques, ces combustibles de nouvelle génération permettent d'assurer l'indépendance de la France d'un point de vue énergétique pendant plusieurs milliers d'années. Nous avons sur notre sol plusieurs milliers d'années. Nous avions cette avance considérable puisque Superphénix était construit. C'était un réacteur à neutrons rapides prototype. Nous avions 30 ans d'avance. Ce prototype a été fermé par cet accord politique. Et pendant ce temps, la Russie en a construit 2. Aujourd'hui, la Russie a 2 réacteurs à neutrons rapides construits. Et pendant que Emmanuel Macron, en 2019, a fermé Astrid, qui était la reprise du réacteur à neutrons rapides de Superphénix, en 2019, Astrid a été arrêté par Emmanuel Macron, qui à l'époque n'avait pas encore mis en place sa conversion nucléaire. Et c'est aujourd'hui Bill Gates, avec TerraPower, sa nouvelle filiale, qui a reçu des milliards du département à l'énergie américain pour lancer un réacteur à neutrons rapides de nouvelle génération aux États-Unis. Alors, et donc, oui. Vous voyez, c'est la trahison, là, elle est parfaitement identifiée. Et elle est en liaison parce que Dominique Voynet, les Verts, est totalement lié à cette nébuleuse d'ONG anti-nucléaire et donc anti-française. Alors, Fabien Bouglet, guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. Dernière question, on va finir sur ce chapitre. Les ONG, justement, vous les qualifiez de mercenaires énergétiques. Des ONG qui, au nom du climat, qui, au nom de la bonne conscience, ont finalement détourné les cerveaux des vrais sujets pour les emmener vers une cour de récréation pendant que les autres faisaient des milliards, affaiblissaient la France. Vous avez cité le cas de Dominique Voynet. Faut-il un jour juger aussi tous ces gens-là? Parce que ces gens-là, on va payer pendant des décennies et des générations
leur incurie, leur incompétence ou leur trahison. Quand les Français comprendront... Parce que c'est très grave. Il y a des gens qui souffrent, il y a des entreprises qui ferment, qui sont en faillite, il y a des gens qui se suicident. Et les responsables sont connus, tout à fait. Mais évidemment, comme la mécanique... Donc, vous avez des gars sur des plateaux de télé qui vous disent qu'il faut prendre 3 billets d'avion dans sa vie ou faire 1500 km d'avion par an, et ça débat pendant des heures là-dessus avec des gens qui se prennent pour des intellectuels, pendant que dans le monde entier, jamais la consommation d'énergie n'a été aussi forte. Tout ça pour nous plonger à l'âge de pierre. Et vous avez raison, c'est d'ailleurs un point que j'ai expliqué dans mon chapitre 1, où je conteste fortement la logique décroissante qui est très dangereuse. Je dis même qu'il faut lutter contre la décroissance. Parce que, effectivement, comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup d'ONG, donc Greenpeace, les Amis de la Terre, WWF, qui ont été depuis les années 70 au cœur de la politique antinucléaire en Europe. Et on a retrouvé, et il n'y a pas besoin de faire des recherches très compliquées, il suffit d'aller sur le site internet de la Fondation Rockefeller. Pourquoi la Fondation Rockefeller est importante? Parce que la Fondation Rockefeller a été créée par les manias du pétrole, des Sceaux et d'Exxon. Et on retrouve sur le site de Rockefeller les financements qu'ils ont faits à WWF, tout récent, Greenpeace ou les Amis de la Terre. Et qui sont ces 3 ONG? Eh bien, les Amis de la Terre, Greenpeace et WWF sont les principales ONG qui vont agir en justice à la Cour de justice de l'Union européenne pour demander que le nucléaire ne fasse pas partie de la taxonomie verte et ne bénéficie pas des financements européens. Et donc, on voit qu'en réalité, il y a toute une opération de guerre informationnelle qui est basée par le financement d'ONG, mais aussi d'officines spécialisées. Par exemple, l'école de guerre économique a établi dans un rapport qui a été publié juste avant les vacances que des officines allemandes, notamment la fondation Henrik Boll et la fondation Rosa Luxembourg, recevaient des fonds du gouvernement allemand pour mener des opérations de dénigrement du nucléaire en France. Et donc il y a une véritable ingérence allemande en France qui vise à détruire l'image de nucléaire, et on a trouvé que ces fondations payaient des rapports, par exemple, de alternatives économiques, finançaient des cartographies antinucléaires, finançaient des livres, finançaient des colloques, et même mieux, lorsque Europe Écologie Les Verts, en mars 2023, a fait une masterclass antinucléaire pour former les journalistes, eh bien, le représentant de la fondation Henrik Boll, financé par le gouvernement allemand, était la personne qui introduisait cette conférence antinucléaire. Donc il y a une imprégnation d'une logique antinucléaire financée par de nombreuses organisations qui visent à faire en sorte que la France des cailloux sûr, en lui imposant de développer des éoliennes qui ne servent à rien alors qu'elle dispose d'une énergie puissante au travers de son nucléaire et qui est un avantage compétitif considérable. Et on comprend que l'Allemagne ne veut pas que la France développe son nucléaire puisque il assure une électricité pas chère, enfin en tout cas jusqu'à 1 an avec le sabotage de notre système énergétique, et il assure la compétitivité des industries françaises par rapport aux industries allemandes qui sont en train de plonger du fait du renchérissement énorme du coût de l'énergie. Et donc il faut resserrer les rangs absolument et surtout arrêter de déployer ces éoliennes. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant par rapport aux différentes ONG, comme par exemple Greenpeace qui dit sur son site internet les éoliennes comme un bouquet de fleurs pour la transition énergétique, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est la double face d'un même combat. D'un côté, on dénigre le nucléaire pour le détruire, et de l'autre côté, on impose des énergies intermittentes, éoliennes et panneaux solaires, surtout
pour faire en sorte d'affaiblir les pays et les rendre dépendants au gaz russe ou au gaz américain. Et donc, en fait, derrière, c'est la filière fossile qui est derrière l'énergie. D'ailleurs, Monsieur Pouyanné, le patron de Total, n'a jamais été le plus sincère sur la question. Il l'a même dit récemment au MEDEF. Nous, c'est intermittent et il faut du gaz et du pétrole pour compenser cette intermittence. Donc, je veux dire, c'est au vu et au su de tout le monde et personne ne s'en cache. Là-dedans, la France a son épingle du jeu à tirer. Elle n'a pas, heureusement, elle a supprimé la loi qui faisait qu'on devait fermer pour faire en sorte qu'on ait 50% de part du nucléaire en France. Elle a assuré ainsi, en supprimant cette loi, le déploiement de son système énergétique. Et je rappellerai aussi une chose, j'ai découvert, et ça je l'ai dit dans mes différents livres, que l'Allemagne avait mis en place au sein de la Direction générale de l'énergie et du climat, qui est donc la direction chargée de la politique énergétique de la France, une officine allemande qui s'appelle l'OFATE, l'Office franco-allemand de la transition énergétique, qui est chargée de promouvoir le système éolien, et dans les membres de l'OFATE, on retrouve WWF et Greenpeace. C'est-à-dire que dans les locaux du ministère de l'écologie, dans les locaux de la direction chargée de la politique énergétique de la France, on retrouve ces ONG antinucléaires et un opérateur allemand qui essaye d'influer la politique énergétique de la France à son avantage et au désavantage de la France. Alors, c'est pas de la trahison, c'est la naïveté confondante, c'est affolant. Merci Fabien Bouglet. Votre livre s'appelle Guerre de l'énergie. Tout le monde était à l'écoute et passionné par tout ce que vous apprenez. On a pratiquement rien dit par rapport à la mine d'informations qui se trouve dans cet ouvrage. Vous avez rassemblé tout cela, les références, les preuves. Vous nous permettez de reconstituer ce puzzle incroyable. Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial de Fabien Bouglet. C'est publié aux éditions du Rocher. Vous êtes expert en politique énergétique. Merci Fabien Bouglet. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.